Alors bonjour, dans la première partie du cours, je vous ai présenté différentes manières de modéliser les mécanismes robotiques avec des systèmes d'équations. Et bien dans cette deuxième partie, je vais m'intéresser aux différentes méthodes pour résoudre ces systèmes d'équations. Donc on a deux grandes catégories, hein. Soit le système d'équations a un nombre fini de solutions, par exemple quand on fixe les paramètres du mécanisme des moteurs et qu'on veut trouver la position du robot. Soit le système a un nombre infini de solutions, par exemple quand on veut représenter les courbes ou les surfaces qui représentent les frontières de l'espace de travail de mon mécanisme robotique. Pour ce qui est des systèmes avec un nombre fini de solutions, il y a deux grandes familles de méthodes. Donc soit on connaît un point initial, c'est notamment pratique dans le cas du suivi de trajectoire, hein, où on connaît le point d'avant pour calculer le point d'après sur la trajectoire. Soit on ne connaît pas de point initial et donc on veut, sans aucune autre information, trouver toutes les solutions de notre système qui a un nombre fini de solutions réelles. Donc la méthode la plus classique, hein, c'est la méthode de Newton. Ici, par exemple, hein, on va appeler x0 le point que l'on connaît, qui est a priori pas trop loin de notre solution. Donc à partir de x0, on va calculer une approximation de la fonction f, une approximation linéaire, et ce qui va nous permettre d'écrire la relation de récurrence, hein, xn plus 1 égale xn moins f de xn sur f' de xn. Donc ça correspond en fait à résoudre notre équation en prenant la tangente au point x0 f de x0. Et donc ça correspond à résoudre l'approximation linéaire de notre fonction pour trouver donc x1 qui va être l'intersection de la tangente avec l'axe des abscisses. Et puis on va pouvoir itérer en faisant ensuite la même chose sur x2, x3, etc. Et on va ainsi avoir en fait, si le point x0 est assez proche, on va avoir une approximation quadratique, c'est-à-dire que si on a la distance à notre solution est moins de epsilon à l'étape n, et bien à l'étape n plus 1, la distance à la solution sera inférieure à epsilon au carré. Ça c'est plutôt très intéressant pour ces méthodes de Newton. Alors, donc évidemment, ce que j'ai décrit là, je l'ai écrit pour une fonction univariée. Ça marche aussi pour un système multivarié, sauf que ici, le f sera un vecteur et l'inverse de la dérivée deviendra l'inverse de la matrice jacobienne associée au vecteur. Alors, maintenant, si on veut des garanties, donc c'est-à-dire, voilà, je me donne un point et j'aimerais avoir la garantie que mon algorithme de Newton va converger avec une vitesse quadratique. Et bien, dans ce cas-là, on a deux types d'approches, deux types de critères, en fait, même trois. Donc là, j'ai présenté trois critères possibles pour voilà, décider si jamais dans une boule autour de mon point x0, j'ai une solution unique à mon système. Donc le premier critère, il va prendre en compte une borne essentiellement sur la dérivée seconde de la fonction sur tout le domaine. Donc mettons que voilà, j'ai une borne sur tout le domaine de la dérivée seconde de ma fonction. Je suppose aussi, donc ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de pas trop dégénérer, en l'occurrence là je suppose que en mon point x0, la dérivée de la fonction ne s'annule pas, ou en tout cas si c'est une matrice jacobienne, que la matrice jacobienne est de rang plein et donc inversible. Oui, j'ai pas précisé, mais pour la méthode de Newton, je suppose toujours que le système est carré, c'est-à-dire autant d'équations que d'inconnues. Donc dans ce cas-là, donc si j'ai ma borne sur la dérivée seconde, alors je peux calculer cette quantité-là, donc bêta qui est voilà l'évaluation de la fonction au point divisé par la matrice jacobienne. Donc bêta fois le k, qui est ma borne sur la dérivée seconde. Si cette quantité-là est plus petite que 1,5, alors je sais que mon point x, que ma fonction f a une solution unique dans la boule centrée sur x0 et de rayon 2 fois bêta. Donc c'est très pratique. Qui plus est, j'ai parlé là d'une borne sur le domaine tout entier, mais évidemment, on peut se restreindre à un domaine plus petit, hein, si jamais on a en particulier, tant que le domaine contient la boule de rayon 2 bêta,
le théorème marche. Alors ensuite, on a un théorème un petit peu similaire. Si jamais on n'a pas de borne sur le domaine ou si on a, voilà, si on trouve que c'est pas facile à calculer ou pour plein d'autres raisons, on peut utiliser un autre indicateur, cette fois-ci, qui sera l'indicateur gamma, qui lui est une borne sur l'évaluation toujours au point x0. Donc cette fois-ci, on n'a pas besoin de regarder en dehors du point x0. Par contre, on veut une borne sur toutes les dérivées de la fonction. Et donc, toutes les dérivées de la fonction en univarié et en multivarié, ça va être des bornes sur les opérateurs multilinéaires qui sont les opérateurs différentiels à l'ordre K de ma fonction. Petite remarque, donc là, cette quantité-là à la puissance 1 sur k-1. Dans beaucoup de cas, en fait, le sup est atteint pour k égale 2. Par exemple, si ma fonction f, c'est le monôme x puissance n, on peut voir que dans ce cas-là, la quantité est de l'ordre de, enfin, très grosso modo, de l'ordre de n sur k, où n est le degré, donc x puissance n. Donc on voit bien, voilà, pour k égale 2, c'est là où c'est le plus grand. Ce qui est un petit peu consistant avec ce qu'on attend, parce que pour la borne de Kantorovich, en fait, on regardait que la dérivée d'ordre 2. Mais bon, enfin voilà. Et donc du coup, ce qu'on a, c'est le même type de théorème, à savoir que si bêta fois gamma est plus petit qu'une certaine quantité explicite, eh bien à ce moment-là, notre fonction f a une unique solution dans la boule, avec un rayon cette fois qui dépend de 1 sur gamma, donc qui est de l'ordre de grandeur de bêta. OK. Et enfin, une troisième méthode, donc cette fois-ci, si on n'a pas de borne enfin voilà, si on n'a pas de borne particulière sur la fonction, on peut vouloir aussi regarder ce qu'on peut faire avec de l'arithmétique d'intervalle. Donc l'arithmétique d'intervalle, c'est quoi? C'est une manière de borner une évaluation de fonction de manière un peu automatique en remplaçant les valeurs de la fonction par des intervalles et en utilisant des règles arithmétiques de cette forme-là, où en fait, à chaque fois, le résultat des opérations contient l'ensemble des additions pour les points dans AB et les points dans CD, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on va utiliser pour l'intervalle Newton? On va prendre un point P qui est dans mon intervalle, enfin ici, ou une boîte B. Donc, ce point P est fixé, enfin, et n'est pas un intervalle, c'est un point. Et par contre, donc là, dans le cas univarié, je vais diviser par cette quantité-là, c'est-à-dire, ici, en fait, c'est la pente de la fonction entre le point P et le point X. Ce qu'on peut remarquer, c'est que cette pente en valeur absolue est majorée par la dérivée sur l'intervalle xp. Et donc, ce qu'on a, c'est qu'ici, on a un théorème du point fixe. C'est pas trop dur de voir que cette fonction-là, n de x, est égale à x si et seulement si f de x est égal à 0. Et donc, dans ce cas-là, en fait, il suffit de vérifier en appliquant cet opérateur-là sur notre boîte. Si on voit que l'évaluation est inclue dans la boîte, alors cela voudra dire que ma fonction a un point fixe, donc du type n de x égale x, donc f aura une solution. Donc ça, c'est plutôt très sympathique. Si jamais on veut généraliser ça en plus de variables, la fonction, soit on prend la fonction slope, enfin la fonction pente, pour chaque entrée, bon, c'est un petit peu, voilà, c'est un peu technique. On peut éventuellement aussi majorer par le jacobien, qui des fois est plus facile à obtenir. Par contre, très important, ici, quand on majore par le jacobien, il faut bien évaluer chaque entrée sur la boîte de façon indépendante, parce que ici, chaque entrée représente une dérivée, et cette dérivée, en fait, elle borne la fonction pente avec le théorème des accroissements finis. Et donc ici, en fait, on n'a pas forcément exactement la même valeur affectée à chaque dérivée. Donc c'est pour ça qu'il faut bien considérer chaque intervalle de manière indépendante. Et donc ici, voilà, on fait de l'arithmétique d'intervalle. Ensuite, pour obtenir, un petit peu comme dans le cas précédent, le fait que si l'évaluation de la boîte est inclue dans la boîte, on a bien une solution dans la boîte. Et donc ça nous fait 3 méthodes qui nous permettent de garantir qu'on a une solution dans une boule autour du point initial.
Alors, je regarde un peu, oui, donc les questions. Donc l'intérêt, les hypothèses sur F. Bah oui, c'est infini, ça suffit largement. En fait, parce que, enfin, alors ça dépend des théorèmes qu'on veut utiliser, hein. Pour le théorème de Smale, c'est infini. Pour le théorème de, voilà, pour le théorème de Kantorowicz, C2 suffira. Voire même, moi j'ai présenté une version, on a besoin de C2, mais en fait, il y a une autre version avec la constante de Lipschitz où C1 suffit. Voilà. Alors, alors voilà, bah là c'est juste bon sur ces méthodes quelques bon voilà quelques livres. Alors donc les trois premiers c'est des livres sur la méthode de Newton. En particulier donc celui de De Dieu, je trouve que c'est le plus complet. Alors il est en français pour les non anglophones, mais en tout cas bon voilà il présente aussi bien la méthode de Kantorowicz que la méthode de Smale, etc. Pour la méthode par intervalle, donc voilà, là il y a ces deux livres-ci. Donc ce premier-là de Moore, Kirchhoff, etc., qui est un peu, qui est une assez bonne introduction à la méthode intervalle. Et ce livre de Neumeyer, qui est très complet. Voilà, avec une petite remarque. À chaque fois, les meilleurs algos sont plutôt vers la fin, donc des chapitres. Donc, voilà, si on veut savoir quels sont les algos les plus efficaces, c'est bien de penser à regarder aussi à la fin du chapitre, pas juste les premiers au début. Pour le contrôle de la vitesse de convergence par intervalle Newton, donc alors la méthode d'intervalle Newton que j'ai mentionnée avec l'inclusion de l'intervalle, il me semble que quand on a l'inclusion, on n'a pas forcément encore la convergence quadratique. Je ne sais plus pour ça, il faudrait que je revérifie. Bon, c'est très bien écrit dans le livre de Neumeyer, analyser ce genre de considérations. Alors, ensuite, voilà, alors là, bon, je mentionne quelques logiciels. Bon, là, c'est plus pour ce qui est, c'est vraiment, j'en ai mis quelques-uns, mais la méthode de Newton c'est vraiment la méthode la plus répandue. Donc, on la trouve vraiment pour quasiment tous les langages, hein. Vous devriez trouver une librairie qui implante un solver par cette méthode. Pour les arithmétiques d'intervalle, c'est un peu moins commun. On n'en trouve pas forcément pléthore. Je mentionne ARB, donc qui est une arithmétique de boules, un petit peu différente, mais qui a les mêmes propriétés d'inclusion. Aussi Gaol ou J, enfin bon, c'est une librairie par intervalle. Voilà. Alors ARB, c'est à multiprécision, donc on peut avoir vraiment une précision plus grande que la précision machine. Gaol, elle, c'est en précision machine. Ensuite, il y a de Rump, il y a IntLab, qui est une librairie à la base pour MATLAB, mais qui marche aussi avec Octave. On a MPFI, une librairie par intervalle multiprécision. Dans Mathemagix, il y a aussi de l'arithmétique d'intervalle qui est implantée. Et puis dans Julia, là j'ai regardé avant l'exposé, pour préparer cet exposé, il y a aussi une bibliothèque d'intervalle implantée. Mathemagix, alors oui, il y a plusieurs logiciels de calcul formel, j'en parlerai à un autre moment aussi un petit peu. Donc on a Maple, Mathematica qui sont des logiciels commerciaux assez répandus, MATLAB aussi. Et Mathemagix, c'est un logiciel open source développé notamment par Joris van der Hoeven et Grégoire Le Cerf. On a aussi SageMath, qui est un autre logiciel open source. Voilà, Mathemagix, j'en reparlerai. Enfin, il y a pas mal d'algorithmes de l'état de l'art qui sont implantés dedans. Donc voilà, c'est à la fois un ensemble de librairies C++, et puis il y a un langage aussi par-dessus, un petit peu comme Apple, au niveau qui permet de travailler avec. Alors, maintenant, je vais passer aux méthodes pour résoudre les systèmes dans le cas où on n'a pas de solution initiale. Et donc, résoudre avec garantie. Enfin, voilà. Donc, on veut s'assurer d'avoir trouvé toutes les solutions de notre système. Donc, la première approche que je vais présenter, c'est une approche symbolique qui consiste à réduire le problème. Donc, j'ai un système de plusieurs équations en plusieurs variables. Et donc, je vais réduire le problème à une équation en une seule variable.
Et puis, les coordonnées de mes solutions seront paramétrées par des fonctions en cette variable. Donc, comment on obtient ce genre de représentation? Donc, je vais faire un exemple sur deux variables. Donc, pour deux variables, par exemple, on peut utiliser le résultant. Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est que le résultant? Donc, il y a eu un cours l'année dernière de Carlos D'Andrea sur le résultant. Là, je vais juste en reparler dans le cas de deux polynômes et d'éliminer une variable. Donc, étant donné deux polynômes en une variable, pour l'instant, même pas deux variables, supposons qu'on est dans les complexes. Donc, le résultant, ça peut se définir comme le produit du polynôme Q en les racines de P. Ou alors, à un signe près, le produit du polynôme P en les racines de Q. Donc, on peut voir assez facilement que ces deux quantités sont égales. Il faut bien multiplier par le coefficient. Nos polynômes ne sont pas moniques. Il faut multiplier par le coefficient de tête. Et donc, on obtient cette formule pour les résultants, qui est une formule très pratique dans les complexes. Ce qu'on a aussi, c'est que dans le cas où on n'est pas dans les complexes, on peut avoir aussi, on peut reformuler l'expression que j'ai mentionnée tout à l'heure en prenant le déterminant de la matrice de Sylvester. Donc, pour avoir une idée de pourquoi ça marche, l'idée, si on prend l'application qui a deux polynômes UV associent U fois P plus V fois Q, on a le théorème de Bezout qui nous dit que le PGCD de P et Q est non nul si et seulement si cette application-là est inversible. Donc, c'est-à-dire qu'on peut trouver U et V tel que U fois P plus V fois Q est égal à 1. Et du coup, finalement, dans les complexes, effectivement, le résultant vaut 0 si le polynôme P s'annule sur une racine de Q. Donc, dans les complexes, c'est équivalent à dire que le PGCD de P et Q va être un polynôme de degré strictement plus grand ou égal à 1. Et donc, cette application ne sera pas inversible. Donc, c'est équivalent à dire que le déterminant de cette matrice vaut 0. Voilà. Ensuite, du coup, maintenant qu'on a cette expression sous forme de matrice, on peut l'appliquer à des polynômes en Y avec des coefficients dans un anneau qui sera l'anneau des polynômes en X. Et en fait, on va avoir du coup la propriété assez intéressante que le résultant de ces deux polynômes va être un polynôme univarié en X, et qui plus est, alors modulo quelques conditions de solution à l'infini, donc on suppose que les deux polynômes P0 et Q0 ne s'annulent pas simultanément. Et bien dans ce cas-là, ce qu'on peut remarquer, c'est que le résultant va s'annuler si et seulement si les deux polynômes ont une solution en commun en Y. Et donc, si on regarde les solutions du système P égale 0, Q égale 0, c'est un ensemble de points, eh bien, le résultant va s'annuler si et seulement si sur les points alpha qui sont les projections des solutions de P et Q. Donc, là, on commence à voir comment on peut faire apparaître notre polynôme univarié dont on a besoin pour notre représentation univariée. Alors, juste une petite mention rapide. C'est vrai que pour le cas bivarié, il y a eu beaucoup de progrès, en fait, ces très quelques dernières années. Donc, notamment, pendant longtemps, la complexité pour le calculer, c'était n puissance 3 opérations arithmétiques. Eh bien, en fait, là, Gilles Villard, en 2018, a montré qu'on pouvait le faire en n puissance 3 moins 1 sur oméga. Hein. Donc, même si oméga égale 3, par exemple, on a quand même une amélioration significative. Ça, c'est pour des opérations arithmétiques dans un corps quelconque. Et dans le cas spécifique où à la place de C, on aurait un corps fini, là, on a une complexité en n puissance 2, même plus epsilon. Non, la complexité, c'est la complexité dans le pire cas. Par contre, ça suppose que les polynômes P et Q satisfont certaines conditions de généricité.
Donc, voilà, ça va pas forcément marcher pour les cas, entre guillemets, dégénérés. Oui, pour l'autre aussi, c'était Las Vegas, un algorithme Las Vegas. Quand je dis randomisé, mais j'aurais pas dû insister là-dessus, c'est un algorithme Las Vegas, mais ça veut dire c'est un petit peu pour les mêmes raisons. On peut tomber sur des cas où c'est dégénéré, mais c'est dans le pire cas, la n puissance 2. Alors, ensuite, donc maintenant pour ce qui est donc on veut maintenant exprimer y. Donc maintenant qu'on a, voilà, on a trouvé p de x égale 0, maintenant on voudrait une fonction y égale q de x. Bien là, en fait, on peut utiliser aussi, toujours en restant dans la théorie des résultants, on peut utiliser le premier sous-résultant. Donc qu'est-ce que c'est que le premier sous-résultant? Donc c'est un polynôme de degré 1 en y, qui appartient lui aussi comme le résultant à l'idéal engendré par P et Q. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que, alors une formule, si jamais on était donc dans les complexes ici en une variable, eh bien on a aussi une formule qui le décrit géométriquement. Donc c'est cette formule-là, y moins les racines de P fois des produits d'évaluation en Q. Voilà, ça c'est une définition un peu géométrique, mais on a surtout une définition plus algébrique avec la matrice de Sylvester aussi. Donc pareil, cette fois-ci, on regarde seulement l'application où on restreint les coefficients U et V à être de degré D-2. Et en prenant certains mineurs, donc S0 et S1, les coefficients de mon polynôme linéaire, ça va être deux mineurs de cette matrice-là. Et donc, bah voilà, on obtient ce qu'on veut, à savoir un polynôme est égal à 0 et une fonction donc, qui sera y égale moins S0 sur S1, donc une fonction rationnelle. Donc voilà, donc là, c'est pour illustrer qu'elle peut avoir des asymptotes, donc il y a des pôles, vu que la fonction est rationnelle. Mais ce n'est pas gênant tant que ces pôles ne sont pas sur les racines. Donc d'où les problèmes aussi de généricité, etc., dont je ne parle pas là pour des raisons pédagogiques. Ensuite, qu'est-ce qui se passe si on veut aller sur des systèmes donc, multivariés? Donc multivariés, cette fois-ci, donc qu'est-ce qu'on veut faire? Par exemple, on veut trouver un polynôme P en une seule variable, en la variable x1, qui appartient à notre idéal. Si on a ça, alors on aura un petit peu la propriété de projection dont j'ai parlé, puisque si jamais j'ai une solution à mon système, donc quand je évalue l'expression de droite, chaque fi va s'annuler. Et donc, du coup, P de x1, donc la première coordonnée de la solution, s'annulera lui aussi. Donc, si j'ai un polynôme qui peut s'écrire de cette forme-là, alors forcément, les racines de ce polynôme contiendront les projections de mes solutions de système. Donc, une manière, il y a plein de manières d'obtenir. Par exemple, une manière qui est, alors, ce n'est pas la plus efficace d'un point de vue calcul, mais conceptuellement, on peut écrire, par exemple, donc, je regarde l'idéal engendré par F1, Fn. Je sais que le quotient de mon espace de polynôme par cet idéal, c'est un espace vectoriel de dimension finie. Donc, par exemple, je prends les monômes, la fonction 1, x1, x1 carré, etc., x1 puissance d, jusqu'à ce que je dépasse en fait la dimension de mon espace vectoriel. Eh bien, je sais qu'il y a une combinaison linéaire que je vais pouvoir trouver entre ces monômes. Donc, j'écris la matrice de ces monômes-là dans cet espace quotient. Alors, pour écrire la matrice dans cet espace quotient, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire, entre guillemets, la division de mon monôme par mon idéal. Et pour ça, en fait, on peut utiliser les bases de Grobner. Donc là, voilà, là, on a directement une application des bases de Grobner pour résoudre les systèmes. Donc, une autre approche, plutôt que de prendre les xi, on peut aussi regarder la multiplication de chaque monôme par x1. Donc, par exemple, x1, m1 jusqu'à x1, mk. Et à ce moment-là, pareil, j'écris la matrice, quotientée x1, m1 par les fi. Et bien à ce moment-là, le polynôme caractéristique de ma matrice, évalué en la variable x1, sera un polynôme qui appartient à cet idéal. Une manière de le voir, c'est que le polynôme caractéristique de la matrice, c'est aussi un polynôme annulateur de la matrice. Donc le polynôme en cette matrice, qui est la multiplication par x1,
va s'annuler dans l'algèbre quotient, donc le polynôme en x1 va s'annuler. Voilà. Voilà, donc juste pour montrer un petit peu à quoi ça ressemble ce genre de matrice. Bon, dans le cas univarié, juste voilà, c'est une matrice compagnon. Donc voilà, un petit peu comme ce que Paola avait montré. Donc voilà, on a un petit décalage. Donc là, c'est en une variable. En plusieurs variables, les décalages vont apparaître un peu plus, vont être un petit peu moins organisés, mais organisés quand même. Voilà. On en est à combien? Je regarde le temps pour savoir si j'ai... Non, mais je vais peut-être faire une petite... Juste. Alors, pour les bases de Grobner, pardon. Donc, donc le quotient, donc c'est ce qu'on appelle la normale forme. Donc, calculer un polynôme modulo un idéal. Il y a plusieurs bases possibles pour représenter cet espace quotient. Donc, une manière de le représenter, c'est de calculer une base de Grobner de CFI. Donc, Elisa hein, vous en a parlé. Et donc, vous voyez qu'il y a plusieurs ordres possibles. Donc, selon l'ordre qu'on prend, on va avoir une base de Grobner différente. Mais ce n'est pas très, très grave. Ce qui est une des propriétés importantes des bases de Grobner, c'est que si on fait la division euclidienne par les polynômes du base de Grobner, hein, donc on a un ordre sur les monômes, on fait la division euclidienne comme on voudrait le faire de manière canonique, eh bien le résultat va être unique. Donc là, on a la bonne propriété qui est de dire que voilà, si en particulier si un polynôme appartient à l'idéal, alors la division par sa base de Grobner va être 0. Donc, ce qui n'est pas le cas si on faisait la division euclidienne directement sur les FI. Ça, là, on n'a pas du tout la garantie que le reste soit unique pour les différents représentants d'une même classe d'équivalence. Donc voilà, donc la base de Grobner, c'est bien pour ça. Un petit point complexité, donc dans le cas zéro-dimensionnel, générique, avec plein d'hypothèses enfin voilà, avec des hypothèses de généricité. La complexité, donc pour des polynômes de degré D, hein, par exemple, avec n fixé, ça va être n fois d puissance oméga plus 1 fois n, où oméga, c'est la constante de la matrice de multiplication. Pareil, juste ces dernières années, il y a eu une grosse amélioration pour le cas bivarié, spécifiquement, où là, donc Joris van der Hoeven et Robin Larieux arrivent à l'obtenir une base de Grobner en d carré opération, avec tout de même une représentation qui est, donc qui s'appelle terce représentation. Donc en fait, les polynômes ne sont pas écrits complètement. Hein. Il faut imaginer que les polynômes il y a des morceaux de la base de Grobner qui sont écrits, mais qui sont suffisants pour la reconstruire pour reconstruire chaque polynôme en temps linéaire. Avec cette représentation compacte, entre guillemets, eh bien, on peut aussi calculer une forme normale en temps d carré pour chaque forme normale. Donc, en fait, ça a quand même les bonnes propriétés voilà, qui nous intéressent de pouvoir faire la division euclidienne avec. Voilà, donc ça c'est pour les bases de Grobner. Donc ça nous permet d'avoir un polynôme éliminé. Maintenant, si on veut les autres polynômes qui sont les coordonnées des xi, et bien dans ce cas-là, on peut utiliser, alors là pareil, il y a plusieurs manières de faire. Soit on peut essayer de généraliser l'approche que j'ai présentée pour le cas bivarié, c'est-à-dire les sous-résultants. Les sous-résultants qui ont des bonnes propriétés dans le cas univarié. Dans le cas multivarié, donc ça existe. En revanche, c'est un peu moins... la théorie est moins, entre guillemets, unique. Enfin, il n'y a pas des formules aussi jolies que dans univarié, notamment parce qu'au moment de choisir les mineurs, on a plus de choix. Et donc, voilà, là, il y a des choix à faire sur les mineurs qu'on va choisir dans les matrices de ma collègue qui arrive. En revanche, un cas particulier où les résultats multivariés sont très utiles, c'est les cas des systèmes creux. Donc là, dans les cas des systèmes creux, les matrices obtenues sont plutôt... en fait, ça permet de préserver, d'exploiter la parcimonie des systèmes.
Une autre approche consiste à prendre pour le dénominateur non pas un sous-résultant, enfin un coefficient sous-résultant, mais plutôt la dérivée du polynôme éliminé. Donc plus précisément, hein, on peut définir cette représentation rationnelle avec la notion de U résultant. Donc le U résultant, c'est quoi? C'est le produit de la forme linéaire, hein, où les UI sont des variables symboliques. Les zeta i sont des... Donc là, c'est 1, évidemment. Les zeta i sont des variables, sont les solutions du système. Donc si on calcule ce U résultant, donc on a un polynôme en les UI, qu'on regarde les dérivés en les U1, UN, et qu'on évalue ça en un point t à i, où t c'est une variable symbolique, eh bien, on a exactement les numérateurs et dénominateurs de la représentation rationnelle. Voilà, donc ça c'est pour la représentation mathématique. Après, pareil, pour la calculer, il y a plusieurs algorithmes que je ne détaillerai pas ici. Une autre approche aussi, c'est de calculer une base de grandeur lexicographique. Donc là, dans la base de grandeur lexicographique, on va avoir, dans le cas générique, encore une fois, on va avoir on va avoir les variables qui sont exprimées en fonction de polynômes en la variable la plus petite. En revanche, on a une représentation polynomiale ici et non pas rationnelle. C'est un petit peu la remarque que faisait aussi Victor Magron hier. Dans le cas où on a une représentation polynomiale, eh bien, les coefficients vont avoir tendance à être plus gros. Donc ça a été analysé hein, dans un article, par exemple, de Xavier Dahan et Eric Schost en 2004. Et donc voilà, donc c'est pour ça que les représentations rationnelles sont préférées pour la taille et du coup la rapidité du calcul. Ok, donc maintenant, je vais passer à une autre gamme de méthodes. Pareil, toujours pour représenter cette représentation univariée. On veut toujours, là, on a toujours le même objectif qui est d'avoir une représentation univariée rationnelle. Mais cette fois-ci, donc là, c'est complètement différent. On ne va pas utiliser de base de Grobner du tout, ni... alors si, on va quand même utiliser un petit peu de résultant. Mais le principe, c'est d'utiliser notamment ce théorème qui est un petit peu l'équivalent de Newton, mais en version symbolique. Donc c'est le théorème suivant. Donc mettons par exemple en divarié, hein, j'ai une fonction f de xy égale à 0, et je voudrais trouver une paramétrisation de la fonction, je voudrais paramétriser un morceau de courbe en haut en fonction de x. Donc, une manière de le voir, c'est de dire, voilà, je vais prendre, je vais me fixer la fibre ici. Voilà, je regarde en x égale 0 et je regarde une solution de mon système. Donc, je vais prendre y égale 1. Donc, ça va me donner mon point initial. Donc, voilà, donc là, j'ai la fonction y égale 1. Et puis, ce que je vais faire, c'est qu'ensuite, je vais faire exactement comme Newton. C'est-à-dire que je vais dire, voilà, je vais définir la fonction suivante yn plus 1, qui va être yn de x moins f de x yn de x divisé par la dérivée par rapport à y de f en x yn de x. Et je vais faire ça et je vais développer, on peut voir ça comme une série en x, et je vais la développer modulo, je vais la tronquer en x puissance 2 puissance n plus 1. Donc à chaque fois, je double le degré de mon modulo ici. Donc c'est vraiment l'analogue un petit peu de Newton, mais en version symbolique. Et on peut itérer, donc par exemple sur cet exemple-là, hein, on itère, et puis on voit qu'on obtient au fur et à mesure une fonction qui va se rapprocher de plus en plus des solutions de mon équation f de xy égale 0. Donc ici, c'est le cercle. Hein. Donc c'est plutôt assez pratique. Et donc, on va utiliser ça pour résoudre notre système. Donc, comment on va faire? Donc ici, je prends un système. Voilà, donc par exemple, on prend un système en 3 équations, en 3 variables, et donc on veut le résoudre. Donc, comment on fait? Pareil, hein, je prends des hypothèses de généricité, etc.
Je vais fixer ma dernière variable à 0. Donc, je tranche, enfin, voilà, je prends une tranche pour x3 égale 0. J'ai un système en deux variables. Donc, s'il y avait n variables, hein, on mettrait toutes les variables sauf deux variables égales à 0. Donc, j'ai un système bivarié. Je calcule une représentation rationnelle pour ce système bivarié. Donc ici, voilà, ça va me faire P de x1 égale 0 et x2 égale Q de x1, donc une fonction rationnelle. Ensuite, je vois ça comme une solution dans mon système F1, F2 symbolique. Et donc, et je vois ça comme si maintenant, je vais enlever la contrainte x3 égale 0 et je vais faire la remontée de Hensel modulo x3 puissance avec des puissances de plus en plus grandes. Et donc, je vais obtenir comme ça un polynôme en x1, x3 pour la remontée de P1 et une fonction rationnelle en x1, x3 pour la remontée de Q1, 2. Ok, donc voilà, géométriquement, on obtient un petit peu l'extension, donc là, paramétrée par x3. Ensuite, je rajoute mon polynôme f3 maintenant, que je vais faire intervenir ici. Dans f3, puisque j'ai une paramétrisation, je peux remplacer x2 par son expression en fonction de x1, x3. Donc, et puis j'aurai encore x3. Donc, j'ai deux polynômes en x1, x3 cette fois. Donc, si je regarde ce qui se passe sur le plan x1, x3, j'ai un polynôme en x1, x3 ici que je vais intersecter avec le polynôme, les solutions de f3 spécialisées où on a substitué la coordonnée x2. Donc, je calcule la RUR, encore une fois, donc la représentation. Donc là, ça va être les solutions, ça va être les points ici sur le cercle. Hein. Donc, je calcule ici les points, les solutions ici. Et bien, ces solutions, je vais les paramétrer aussi. Donc, x3 va être une fonction de x1. Donc, je vais pouvoir substituer dans Q1, 2, je vais pouvoir substituer x3. Dans P1, je vais pouvoir substituer x3. Et je vais obtenir, cette fois-ci, une représentation avec P de x1 égale 0, x2 en fonction de x1, x3 en fonction de x1. Donc, j'ai récupéré ma représentation en trois variables. Voilà, et donc on itère, variable par variable, et comme ça, on va réussir à récupérer toute la représentation rationnelle de mes solutions. Donc, voilà, on a aussi en plus une bande de complexité. Alors, il y a plusieurs avantages. Bon, là, je parlerai que du cas représentation polynomiale, hein, mais on peut aussi avoir d'autres types de représentations pour les FI dans cette méthode-là, sous forme de circuit, en fait, hein, voilà, de arbre d'évaluation. Et donc, à ce moment-là, on a une complexité en d puissance 2n plus 1. Donc, voilà, à n fixé, on a un exposant ici qui va être un petit peu meilleur que le oméga plus 1 qu'on avait tout à l'heure. Voilà. Alors, pour la question, est-ce que de tronquer, on pourrait aussi travailler avec des fonctions rationnelles? Oui, enfin... par contre, on perdrait éventuellement de l'intérêt parce que bon, l'arithmétique sur les fonctions rationnelles, elle peut être lourde. Et puis, de toute façon, le résultat sera vrai que modulo x puissance 2n. Alors oui, on pourrait garder les fractions éventuellement. Voilà. Après, voilà, c'est oui. A priori, oui, tant qu'on reste à chaque fois modulo x puissance 2n. Ce serait une autre représentation. Alors voilà, donc pour ces méthodes symboliques, hein, il y a beaucoup de livres. Hein. Pour ce qui est du résultant, sous-résultant en particulier, donc pour le calcul rapide, il y a dans Modern Computer Algebra, hein, il y a des méthodes basées sur l'algorithme rapide du PGCD. Donc c'est un algorithme de type divisé pour régner qui permet de le calculer efficacement, à la fois le résultant et le sous-résultant. Pour les formules là sur les résultants, ça c'est un livre dont m'avait parlé Laurent Buzet donc c'est un livre écrit par Joanne Oloux sur l'élimination en une variable. Donc c'est
voilà, il y a énormément de propriétés pour les résultants où on élimine, dans le cas où on n'élimine qu'une seule variable, mais du coup, ça donne des… Voilà, il y a plein de points de vue, notamment des points de vue géométriques sur les racines qui sont assez intéressants, sur les résultants et les sous-résultants. Voilà, ensuite, pour ce qui est des bases de Gromner, donc il y a un classique, donc là, le livre de Cox-Italoshi, le livre aussi de Becker et Weissenich sur les bases de Gromner. Pour les résultats multivariés, il y a aussi la deuxième partie du livre, donc un autre livre de Cox-Italoshi. Notamment, on a des formules sur les résultats multivariés qui expliquent comment on peut le calculer à partir de la matrice de multiplication de f, i modulo les autres polynômes. Voilà. Pour les représentations rationnelles, on a aussi le livre de Bassou, Pollack et Roy, donc qui explique comment calculer les rures pour représenter les systèmes zérodime. Et pour la méthode, pour la résolution géométrique, on a aussi ce livre donc en français, mais assez complet sur à la fois les méthodes de résolution géométrique, les bases de Grobner, donc là où vous aurez plus de détails, notamment les cas dégénérés. Enfin voilà, quelles sont les hypothèses à avoir exactement pour ces polynômes-là. Et puis là, c'est une introduction un peu générale sur l'algèbre commutative, voilà, notamment avec les IJJ, enfin voilà, tout ce qui est les suites homologiques, enfin voilà, sur les séquences de polynômes. Ok, donc maintenant on va passer. Alors oui, pareil pour les logiciels, hein, implantation. Donc plein de logiciels. Donc les méthodes symboliques, voilà, il y a beaucoup de logiciels de calcul formel hein, qui implémentent certaines des méthodes dont j'ai parlé. Pour les logiciels spécifiques de base de Gromner, donc il y a voilà, FGB, c'est aussi implanté dans Magma, hein, les algorithmes, notamment F4. Il y a aussi, donc là, on a vu quelques exposés où on a entendu parler de MSOL, donc ça c'est aussi un nouveau logiciel qui fait notamment des bases de Gromner et des rures. Dans les cas univariés, on a Flint en C, une librairie qui fait les résultants notamment. J'en ai pas trop parlé. Il y a aussi les bases de Bohr, notamment si on est dans des cas d'approximation numérique où on n'est pas forcément intéressé à avoir des solutions exactes. Donc, on peut utiliser à la place des bases de Grobner, on peut utiliser les bases de Bohr pour calculer les formes normales. La résolution géométrique est implantée dans Mathemagix. Donc, il y a le package GeoMsolvex. Les bases de Grobner bivariées dont j'ai parlé là en temps carré sont aussi implantées dans Mathemagix. Voilà, donc voilà, des différents logiciels pour jouer un petit peu. Alors, ensuite, je passe à des méthodes numériques. Alors, bon, voilà, si on veut regarder un peu d'autres types de méthodes, dans certains cas, on n'arrive pas avec les méthodes symboliques. Dans ce cas-là, on peut regarder d'autres types de méthodes. Alors, par exemple, là, c'est un petit problème hein, géométrique qui a posé beaucoup de soucis, en tout cas à la main pour le trouver. Étant donné 7 cylindres, donc voilà, je vous donne 7 cylindres de rayon 1, donc on suppose qu'ils sont de longueur infinie. Et la question, c'est est-ce qu'il est possible de les arranger de telle sorte à ce que chaque cylindre touche tous les autres cylindres. Donc voilà, ça paraît comme ça un petit puzzle rigolo qu'on pourrait vendre dans le commerce et puis on se disait voilà un petit casse-tête rigolo, sauf que en fait c'est un problème qui s'est avéré très très difficile. Et donc les gens ont réussi. La première solution qui a été trouvée pour ce problème, c'était en utilisant des méthodes d'homotopie. Alors comment ça marche un petit peu l'homotopie? Alors, dans le cas univarié complexe, hein, mettons, on a f de x égale à 0. Donc là, j'ai dessiné les points, c'est les racines complexes de mes solutions. Et puis, j'ai dessiné en pointillé le cercle unité. Et donc, la question, c'est, voilà comment on fait pour trouver les solutions. Et en fait, une approche, c'est d'utiliser une approche donc de continuation. En fait, l'idée, c'est de dire, voilà, je prends ce polynôme-là, je connais les racines de ce polynôme-là, et puis, je vais rajouter une variable t que je vais faire varier entre 0 et 1. Et je vais résoudre cette équation-là en faisant variété. Et donc, ce qui se passe, c'est que effectivement, voilà. Donc, pour t égale 0, les solutions de mon système, enfin de mon équation du coup, ce sont les racines de l'unité.
Et puis ensuite, quand je fais variété, j'utilise Newton, puisque à chaque fois, cette fois-ci, j'ai un point initial qui me donne, qui est proche de la solution. Et donc, du coup, je peux suivre mes chemins. Donc, c'est un petit peu. D'ailleurs, c'est des méthodes qui sont aussi très utilisées en robotique. C'est un petit peu voilà, la robotique des équations ici. Donc là, on suit le chemin jusqu'à arriver à t égale 1, où là, on aura les solutions. Donc, ça, c'est plutôt pas mal comme approche. Petit point technique, pour le système de départ, il faut connaître quand même le nombre de solutions du système qu'on veut résoudre. Donc ça, par exemple, ça va demander à calculer le volume mixte. Souvent, toutes les approches par homotopie, la première chose qu'elles font, c'est calculer le volume mixte. Ensuite, elles prennent un système. Le système de départ, ici, je parle de xd plus moins 1, parce que voilà, c'est un système simple qui est souvent implanté. Il y a une vague justification pour ce système-là, c'est la répartition des racines, par exemple. C'est-à-dire que si notre polynôme, il a des coefficients aléatoires, centrés en 0, chaque coefficient, eh bien, les racines de ce polynôme vont être distribuées plus ou moins uniformément, plus ou moins proches du cercle unité. Donc, ça donne l'idée de prendre comme point de départ les points sur le cercle unité. Ce n'est pas forcément la meilleure approche si on veut s'assurer que le chemin est court, ou en tout cas si on veut borner la taille du chemin. Donc là, il y a des bornes. Donc là, pareil, il y a eu pas mal d'activités ces dernières années. Dans le cas où donc pour analyser la complexité de la taille des chemins. Et en particulier, l'avantage de ces méthodes-là, c'est que on peut les utiliser pour trouver une seule solution. On n'est pas forcé de trouver toutes les solutions. Et ça va coûter moins cher avec cette méthode de trouver une seule solution que de trouver toutes les solutions. Et ce qui a été montré, c'est d'abord avec un algorithme probabiliste en 2009, puis un algorithme déterministe en 2017, c'est que en choisissant le système de départ d'une manière bien choisie, eh bien, la taille du chemin va être en temps polynomial en le coefficient binomial n plus dd. Alors, vous allez me dire, bon, ça ressemble un peu au d puissance n dont j'ai parlé tout à l'heure, mais en fait, non, pas forcément. En particulier, là où ça va être utile, c'est si on a beaucoup de variables et un petit degré. Par exemple, d égale 2 et n variables. À ce moment-là, ici, ce coefficient-là, il va être plutôt de l'ordre de n carré. Alors que dans les autres méthodes, on a toujours la borne de Bezout qui apparaît, qui est de l'ordre du coup de 2 puissance n. Donc voilà, donc ces méthodes-là vont être notamment utiles, notamment efficaces quand on a des polynômes de petits degrés en beaucoup de variables et qu'on s'intéresse à trouver une solution. Alors, dans le cas où f a une racine double, alors dans ce cas-là, alors là, il y a un peu de la cuisine. Il y a toute une théorie, ils appellent ça le endgame. Donc l'idée, c'est que les chemins vont bien être séparés, mais à la fin, ils vont se retrouver tous les deux sur la même racine. Et donc, ça va être un petit peu délicat. C'est juste pour le suivi de Newton, où là, il faut faire on aura des difficultés à avoir une convergence quadratique quand les chemins arrivent à se toucher. Donc, il y a des travaux sur l'endgame. Il y a aussi un papier de Joris van der Hoeven intéressant, voilà, avec une approche. Enfin, on peut suivre simultanément plusieurs trajectoires en même temps quand elles se rapprochent. Voilà, l'idée très avec les mains, si on est en univarié, si on a x1 et x2, voilà, on veut suivre x1 x2 et x1 se rapproche de x2, eh bien, au lieu de représenter x1 x2 comme x1 x2, on va les représenter comme les racines du polynôme x carré plus ax plus b. Et donc, a et b, ça va être mes deux quantités qui vont me permettre de suivre ces racines-là. Et dans cette représentation-là, a et b, cette fois-ci, ne vont pas être singuliers. Là, je vais pouvoir suivre le chemin AB sans avoir de souci de singularité. Voilà, c'est une possibilité pour suivre les chemins. Et donc voilà, donc là, ce qui est intéressant, c'est que voilà, en 2015, il y a des gens qui ont utilisé la méthode d'homotopie pour trouver des arrangements de cylindres qui se touchent mutuellement. Alors quand même, pour donner un ordre de grandeur de leur modélisation, donc ils ont modélisé le problème avec 20 équations en 20 variables.
Le volume mixte était quand même très gros. Voilà. Ils n'ont évidemment pas trouvé toutes les solutions de ce système, hein. Ils ont suivi, alors ils ont parallélisé ça au maximum, chaque ordinateur suivait une solution, ou chaque cœur, etc. Après avoir suivi 80 millions de chemins, ils ont trouvé une solution réelle. Oui, parce que le problème, c'est que évidemment, ça trouve les solutions complexes. Enfin, complexes et réelles de manière indiscriminée. Et on ne sait pas à l'avance, quand on suit un chemin, s'il va tomber sur les réels ou s'il va rester complexe. Donc, après avoir suivi 80 millions de chemins, ils en ont trouvé un qui avait l'air d'être réel, c'est-à-dire que voilà, les coordonnées imaginaires étaient très proches de zéro, hein, puisque là, on est dans des approches numériques. Et ensuite, ils utilisent cette fois-ci les méthodes de Newton, en l'occurrence, ils ont utilisé le théorème de Smale, pour certifier que autour de leur point, il y avait bien une solution unique à ce système. Donc voilà, donc un exemple d'application de l'homotopie. Okay. Alors, du nombre de cylindres à partir duquel on n'a plus de solution réelle. Alors, alors d'abord, on peut remarquer quand même, c'est un petit peu comme lundi quand j'ai parlé des 4 droites. Donc, quand on a 4 droites, génériquement, on a, sauf cas dégénéré, on a un nombre fini de droites qui les croisent. Ici, c'est pareil. 7, c'est pas, enfin, c'est vraiment le nombre pour lequel le système, entre guillemets, est zéro-dimensionnel. C'est-à-dire qu'il a un nombre fini de solutions. À partir de 8, génériquement, en tout cas, le système serait vide. Donc là, on a quand même, enfin, a priori, il n'a pas de solution complexe. Bon, je n'ai pas regardé de près la modélisation, hein, il faudrait voir. Ce serait possible que pour des raisons un petit peu de dégénérescence, pour le cas 8, on pourrait y arriver, mais a priori, il n'y a pas de raison particulière, en tout cas. Est-ce que ça se passe comme en univarié, la probabilité de tomber sur une racine réelle est de l'ordre de log D sur D, où D peut être le volume mixte. Alors, attention. Alors, dans le cas univarié, donc voilà, ça c'est aussi des choses que c'est log D si les coefficients ont le même ordre de grandeur. Par contre, dans des cas qui sont, voilà, où les coefficients ont des poids binomiaux, c'est plutôt racine de D. Donc là, la probabilité n'est pas forcément la même chose. Mais en tout cas, oui, je réponds quand même oui à cette question. C'est-à-dire, si on regarde le papier d'Edelman dont j'ai parlé, j'en ai peut-être, oui, si, j'en ai parlé, il donne la probabilité dans le cas multivarié. Il est très exhaustif en fonction des poids sur les coefficients. Et donc, il donne aussi, voilà, la distribution, ça va être un produit. Elle va être répartie sur des produits de cercle unité. Moralement, voilà, avec des coefficients aléatoires et des coefficients de même ordre de grandeur. Si jamais c'est des coefficients binomiaux, à ce moment-là, ça va être plutôt de l'ordre de racine de D. Donc là, ça va être plutôt réparti uniformément sur le disque, les solutions. Enfin, non, pardon. Enfin, ça va être, c'est dans le cas homogène, donc ça va être réparti uniformément sur la sphère, et ensuite, quand on développe la sphère sur le plan, voilà, on va obtenir les solutions. Voilà. D'ailleurs, à ce propos, enfin voilà, bon, en tout cas, dans le cas univarié, on peut aussi exploiter la répartition des racines. Si ce genre de sujet vous intéresse, cette année-là, j'ai soumis un préprint sur comment résoudre les polynômes univariés avec une complexité logarithmique en le conditionnement, donc, et linéaire en degrés, voilà, en exploitant le fait qu'on connaisse la répartition des racines. Avec une approche un petit peu où on va justement subdiviser plus dans les régions où on s'attend à trouver les racines. Oui, alors du coup, alors une autre approche aussi, alors qui est assez pratique quand on cherche justement que les solutions réelles. Donc là, ce que mentionnait Xavier, c'est effectivement, hein, le résultat dit que en moyenne, pour un polynôme aléatoire, on va voir log D racine réelle, ou alors racine de D, voilà, selon les poids. Donc, du coup, ça sous-entend que voilà, si on prend un algorithme qui va juste chercher dans l'espace réel, mais pas forcément dans l'espace complexe, on peut éventuellement, dans certains cas, avoir des méthodes qui convergent plus vite.
Donc, il y a une méthode générale de subdivision, hein, voilà, où là, on prend, alors on se place dans une boîte. Alors, dans le cas polynomial, c'est pas du tout restrictif, hein, le fait de se placer dans une boîte compacte, hein, parce que on peut faire un changement de variable de type x donne 1 sur x pour envoyer tout l'intervalle 1 plus l'infini sur l'intervalle moins 1, 1. Sur l'intervalle 0, 1. Donc, du coup, on se donne une boîte et puis on va la subdiviser, c'est-à-dire que je vais la couper en plusieurs boîtes. Et puis, je vais tester. Alors, je suppose que j'ai des critères. J'ai un critère qui, s'il est satisfait, me garantit que j'ai une solution unique dans la boîte. Un autre critère, s'il est satisfait, me garantit que je n'ai pas de solution dans la boîte. Et puis, je vais appliquer ces deux critères. Et si aucun ne me donne si aucun n'est validé, eh bien, je vais continuer à subdiviser la boîte. Donc, on obtient effectivement, par exemple ici, j'ai un critère qui a été validé, alors j'enlève cette boîte. Ici aussi, c'est validé, je les garde. Ici, mon critère n'a pas été validé, alors je continue à subdiviser. Et puis, je continue comme ça jusqu'à obtenir, voilà, jusqu'à avoir validé en fait toutes mes boîtes. Donc c'est une approche qui en pratique marche plutôt bien quand on a des dimensions qui sont pas forcément trop grandes. Enfin, des systèmes justement, on peut aller jusqu'à 5-6 variables sans trop de problèmes avec ce type d'approche. Après, voilà, on a un problème, ne serait-ce que couper une boîte, hein, si on veut la subdiviser. Alors ça dépend, il y a plein de manières de faire, mais si on le fait naïvement, en tout cas, une boîte en dimension n, elle va subdiviser en 2 puissance n boîtes. Donc voilà, en 10 variables, on subdivise en 1000 boîtes, c'est quand même déjà une étape, ça coûte assez cher. Pour ce qui est de l'analyse de complexité de ce type d'approche, il y a un papier assez intéressant de Burr, Kramer et Yap en 2009 qui propose un outil qu'ils appellent l'amortisation continue. Et c'est un outil assez rigolo. Pour chaque, étant donné un critère, ça ressort une bande de complexité. Donc c'est plutôt pas mal. Donc c'est une borne de complexité qui va dépendre de l'intégrale de ce critère sur notre domaine. Voilà, et ça a été pas mal réutilisé après pour justement obtenir des bornes sur différents types d'algorithmes, pas forcément pour le cas zéro-dimensionnel d'ailleurs, aussi pour des algorithmes de suivi de courbes, etc. Ok, alors voilà, pour les approches numériques, là il y a notamment pour l'homotopie, il y a ces deux livres-ci qui en parlent pas mal, les méthodes d'homotopie. Pour les méthodes de subdivision, pareil, hein, les deux livres d'arithmétique intervalle dont j'ai parlé tout à l'heure présentent aussi des méthodes, notamment celui-ci pour méthode de subdivision globale de l'espace. Celui-ci aussi, donc de Kierfot, propose. Alors là, en plus, ça marche même pour des fonctions. Dans Kierfot, il regarde même des fonctions qu'on appelle Holder continue, c'est-à-dire de type racine carrée. Par exemple, racine carrée de x, elle n'est pas C1. Elle n'est pas Lipschitz, c'est-à-dire que f de x moins f de 0, c'est pas forcément borné par x, par une constante fois x, mais c'est borné par x à une certaine puissance, en l'occurrence la puissance 1,5. Et donc ça peut suffire en fait pour des méthodes basées sur la subdivision, en fonction des critères qu'on utilise, mais voilà. Ok. Alors pareil, pour les logiciels, des logiciels de continuation, il y en a plusieurs. Bertini, notamment, Home4PS, PHCPack. PHCPack, je crois qu'il est interfacé avec Sage, notamment. Donc, il est accessible depuis Sage, à condition d'avoir installé PHC. Dans Mathematics aussi, il y a de l'homotopie implantée. Pour ce qui est de la subdivision, il y a une librairie C++, Ibex qui est assez complète, qui va gérer aussi les fonctions, différents types de fonctions trigonométriques, exponentielles, etc. RealPaver, bon, je l'ai mis, mais c'est plus vraiment maintenu celui-là. RealRoot en Mathematics, il y a un solver par subdivision implanté par Bernard Mourin avec des critères basés sur les coefficients des polynômes dans la base de Bernstein.
Rémi Imbard aussi avait développé un solver par subdivision avec des critères basés sur l'arithmétique d'intervalle. Et j'ai aussi développé un solver par subdivision avec notamment une fonctionnalité qui n'était pas forcément dans les autres solvers, qui est plus adaptée aux polynômes de gros degré, où on va évaluer les polynômes non pas comme une boîte noire, parce que en fait, ça coûte un peu cher, mais exploiter le fait que dans les différentes boîtes, on a des coordonnées en commun, en fait. Donc, on n'a pas besoin de réévaluer tout le temps, par exemple, les coordonnées en x de notre polynôme. On peut, voilà, on peut réutiliser. Et donc, voilà, ça permet de rendre, pour les polynômes de gros degré, ça rend la subdivision plus digeste. Pour ce qui est de, oui, alors, et du cas univarié, hein, il y a beaucoup de méthodes. La plupart des méthodes commencent par de la subdivision. Pas que, hein, il y a aussi des méthodes de Newton global qui permettent de converger directement sur toutes les solutions. Et donc, du coup, voilà. Donc là, il y a plusieurs méthodes voilà, pour les polynômes en univariés, notamment certaines accessibles dans Sage, voilà, avec différents critères. Et je sais plus, tiens, j'en ai pas parlé tout à l'heure. Si OpenMP, oui, je l'ai peut-être pas mentionné. Dans les méthodes de Newton, il y avait aussi un solver général, hein, c'est OpenMP qui lui c'est univarié, mais il part d'un ensemble de points entre guillemets, enfin un vecteur de points qui va être représenté un peu avec la représentation dont j'ai parlé tout à l'heure, avec les coefficients plutôt que les racines. Et on va faire un Newton sur l'ensemble sur le vecteur des solutions, en fait. Et donc, on va converger comme ça simultanément vers toutes les solutions. Et ça marche aussi pas mal dans le cas univarié. MP-Solve, oui, c'est ça, voilà, de Dario Bini. Oui, exactement. Alors, maintenant, je vais passer aux solutions de système avec des solutions de dimension positive. Donc ici, voilà, donc le but, ça va être de représenter des courbes ou des surfaces qui sont solutions d'équations algébriques. En plus, dans notre cas, si vous vous souvenez, hein, dans le cas robotique, j'ai besoin de regarder la projection des solutions de mon système. Donc, je vais regarder aussi un petit peu rapidement comment on fait la projection. Et puis, enfin, je parlerai voilà, de méthodes pour calculer effectivement ces courbes et ces surfaces. Alors d'abord, comment on va les représenter? Donc là, voilà, une approche assez standard hein, pour représenter les solutions de manière certifiée des polynômes, c'est les triangulations ou voilà, les fonctions linéaires par morceau. Donc l'idée, c'est que j'ai un système, une variété V qui est définie par un système d'équations, donc à gauche, et je vais vouloir calculer une approximation linéaire par morceau, donc ici à droite. Dans mon cas, alors, je vais m'intéresser en particulier à préserver la topologie. Et comme on le voit sur mon dessin, hein, un peu exagéré d'ailleurs en ce sens-là, je ne m'intéresse pas forcément à préserver la proximité de distance entre mes courbes, enfin, en termes de distance de Hausdorff par exemple. Je ne cherche pas forcément à minimiser cette distance-là, je veux juste me garantir que la topologie est correcte. Qu'est-ce que j'entends par garantir que la topologie est correcte? Je veux que mon ensemble linéaire par morceau soit isotope à ma courbe solution. Donc par isotope, qu'est-ce que j'entends? Je veux qu'il y ait une fonction continue qui dépend d'un paramètre t qui va varier entre 0 et 1, tel que en 0, ma fonction continue a pour image la triangulation, et en 1, elle a pour image la variété V, solution de mes équations. Et j'impose que à tout moment, quand je déplace mon t entre 0 et 1, l'application phi forme un homéomorphisme sur son image. Voilà. Donc, en particulier, voilà, pour donner un exemple classique de deux courbes qui ne sont pas isotopes, c'est celle-ci et celle-là.
Voilà. Donc, l'ensemble de courbes à gauche n'est pas isotope à l'ensemble de courbes à droite, parce que si jamais je déforme celle de gauche, je vais à un moment devoir croiser le cercle du milieu avec le cercle extérieur. Et donc là, à ce moment-là, je n'aurai plus la propriété d'homéomorphisme. Alors, non, alors je ne demande pas forcément à ce que ce soit défini sur Rn. Si c'est défini sur Rn, on a la notion de ambiante isotopie. L'ambiante isotopie, de manière subtile, n'est pas exactement pareil que l'isotopie. Alors, ceci dit, il me semble que c'est un cas particulier où si l'isotopie doit pouvoir toujours se prolonger en ambiante isotopie. J'en suis pas parfaitement sûr, ça c'est à revérifier. Mais on n'est pas loin, voilà, on est dans des notions qui sont assez proches. Une autre notion qui est assez intéressante, c'est si on demande juste un homéomorphisme. En général, ça ne marche pas. Par exemple, là, les deux courbes à gauche sont homéomorphes aux deux courbes à droite. Ça ne marche pas. Par contre, dans le plan, si on a un ambient homéomorphisme, c'est-à-dire un homéomorphisme de R2 dans R2 qui envoie les cercles dans les autres cercles, alors j'ai une isotopie. Donc là, cette équivalence, elle est vraie dans le plan uniquement. Après, en 3D, on n'a plus la même jolie propriété. Donc voilà, il y a plein de relations entre les différents types d'équivalence qui peuvent changer en fonction du nombre de variables. Donc voilà, faire un petit peu attention. Mais là, nous, on va se placer dans le cas isotope. Dans ce cas-là, alors on a quand même un résultat déjà de taille de la triangulation qui est assez intéressant. Donc ça a été étudié par Michael Kerber et Michael Sagralaf en 2011. Donc étant donné voilà, un polynôme f de x1 xn de degré d qui va me définir une hypersurface dans Rn. Alors dans le cas de variables, on peut dire, voilà, c'est prouvé, on sait qu'il existe une courbe linéaire par morceau, hein, isotope et qui contient uniquement des carrés segments. Donc dans tous les cas, on peut trouver des carrés segments. On peut aussi trouver un exemple de courbe où il faut au moins des carrés sommets pour être isotope à cette courbe. Donc voilà, quelle que soit la courbe linéaire par morceau qui va être isotope aux solutions de f, elle aura des carrés sommets. Donc en deux variables, on est content, on a des carrés, voilà, ça donne une borne sur la taille. En trois variables, déjà, c'est un peu moins bien. On a une borne inférieure en D3 et une borne supérieure en D5. Donc on sait que il faut D5 triangles au plus, mais on sait qu'il en faut au moins D3, et puis entre les deux, on ne sait pas. On ne sait pas quelle est la borne plus fine sur le nombre de triangles nécessaires pour trianguler une surface de R3. Et puis alors, dans le cas n variable, alors là, ça devient vraiment n'importe quoi. La borne inférieure, c'est d puissance n, et la borne supérieure, c'est d puissance 3/4 de 2 puissance n. Donc là, il y a vraiment quand même un gros gap entre les deux bornes. Donc là, en fait, ici, en trois variables, c'est la spécialisation de la borne en n variables, on peut remarquer. Et donc, donc on ne sait pas. Alors, bon, la manière dont on obtient n variables, c'est un peu dans l'autre sens en vrai. On a une borne en trois variables et puis ensuite on bidouille pour la transformer en borne en n variables. Et alors, autre chose qui est aussi encore plus surprenant, je trouve, c'est que si en plus on impose que les sommets de notre triangulation sont sur la surface, et ben à ce moment-là, on a besoin d'encore plus de segments. Donc là, c'est prouvé aussi. Dans le pire cas, pour une courbe, si on impose que les sommets soient sur la courbe, il faudra, il y a une courbe qui existe, une famille de courbes pour lesquelles il faut au moins d puissance 3 sommets pour la représenter et d puissance 3 segments. Et puis pareil, on arrive à d puissance 4 et d puissance 7 dans les bornes de triangle. Et puis dans le cas général, bon, au stade où on était, on ne peut pas faire bien pire, mais bon, on passe de n plus 1 et on enlève le petit coefficient 3/4, là, on a 2 puissance n moins 1. Donc voilà, donc là, il y a une grosse question. Autant pour la théorie des quantificateurs, il y a eu pas mal d'améliorations, autant pour la représentation, le dessin des surfaces, là, il y a encore un peu des choses à comprendre ici. Alors, maintenant, pour ce qui est de projeter, alors j'ai essayé d'accélérer un petit peu. Donc la projection. Donc là, ce que je disais, c'est que nous, on a besoin de projeter les solutions de notre système
Donc voilà, on veut dessiner la projection de V sur donc l'espace articulaire, hein. Donc on a un système de cette forme-là. Pour le moment, je vais oublier que le dernier polynôme, c'est à la forme d'un déterminant. On va supposer qu'on a k plus 1 fonction. Et donc, voilà. Donc là, on a des résultats qui disent, donc là, un peu, on a vu dans les exposés mardi, étant donné un semi-algébrique, on a le théorème de Tarski qui nous dit que la projection est un ensemble semi-algébrique. Ça veut dire quoi? Donc un ensemble semi-algébrique défini par des équations et des inégalités. Eh bien, sa projection va elle aussi être définie par des équations et des inégalités. Très bien. Alors après, bon, je ne détaille pas les complexités, mais bon, on a quand même des complexités pas trop mauvaises, mais en même temps, on pourrait voilà, le fait de calculer les inégalités, c'est quand même plus coûteux. Donc, on peut se dire, voilà, tant pis, je vais laisser tomber les inégalités, d'autant que mon système de départ, c'est uniquement un système d'égalité. Donc, je vais me dire, voilà, je vais peut-être me contenter de calculer que les égalités dans la projection. Donc là, on obtient, alors là, il faut prendre en compte ce qu'on appelle la clôture de Zariski. Donc la clôture de Zariski, étant donné un ensemble E, c'est l'ensemble E bar le plus petit qui va contenir E et qui est solution d'un système d'égalité. Voilà, tout simplement. Donc ici, quelques exemples. Je ne sais pas si c'est évident, mais en tout cas, voilà, ici, on a un morceau de cercle. Eh bien, la clôture de Zariski de ce cercle, ça va être effectivement le cercle complet. Pour ce qui est un ensemble fini de points, la clôture de Zariski, là, ça va rester le même ensemble fini de points. Là, c'est la même chose que l'ensemble lui-même. Pour un segment, par exemple, la clôture de Zariski, ça va être la droite support du segment. Peut-être un autre petit exemple un peu plus méchant, celui-là. Si on a la courbe qui est le graphe de la fonction sinus, et bien à ce moment-là, la clôture de Zariski, ça va être l'espace tout entier. Voilà. Alors pourquoi enfin bon, rapide. Bon, après, une des propriétés des semi-algébriques, c'est que si on les intersecte par une droite, et que l'intersection forme un ensemble discret de points, alors cet ensemble est fini, forcément. Donc là, la fonction sinus, l'ensemble n'est pas fini. Donc un ensemble qui contient la fonction sinus, forcément, du coup, ça ne va pas être une courbe, ça va être un ensemble de dimension 2. Et donc, du coup, c'est le plan tout entier. Bon, ok, donc ça, c'est la clôture de Zariski. Pour ce qui est du calcul donc de la projection, donc mettons que j'ai mon ensemble V, qui est solution de mes k plus 1 équations, en x1, xk, et q, voilà, d'autres variables. Une manière de la calculer, voilà, je calcule une base de Gromner par rapport à l'ordre Lex-Deg, avec un bloc plus petit que l'autre. Je garde que les polynômes qui sont en Q. Et bien à ce moment-là, ces polynômes-là, donc c'est prouvé, c'est la clôture de Zariski de la projection de V. Donc, ce qui se passe quand je ne garde que les égalités, en fait, je prends la clôture de Zariski de la projection. Bon, alors on voit que ça peut être assez mauvais quand même, la clôture de Zariski, des fois. On rajoute quand même beaucoup de choses, des fois. Donc, qu'est-ce qui se passe? Heureusement, on a un autre théorème qui est un petit peu plus fin. Si on regarde ce qui se passe dans la clôture projective, donc mon ensemble V, je prends sa clôture projective, c'est-à-dire que je prends sa clôture dans l'espace, donc C croix N, c'est les premières variables, croix PK, donc l'espace projectif en Léxi. Je me place dans les complexes aussi. Et bien dans ces cas-là, la clôture de Zariski de la projection va être exactement la projection de la clôture projective, donc de V. Donc en fait, là, finalement, ça nous fait penser, tiens, bon, finalement, on n'est peut-être pas si mauvais que ça avec la clôture de Zariski. Alors, ce qui se passe, c'est que effectivement, les points à l'infini vont pas forcément être très gênants. Ça va être des, voilà, mais bon, quand même, ici, on voit la projection, il y a un trou ici. Dans la clôture de Zariski, on perdra le trou. Ce qui va être un petit peu plus embêtant, c'est le fait que ce théorème-là est vrai dans les complexes. Et donc, du coup, dans les réels, en fait, on va quand même rajouter des fois beaucoup de choses. Alors ça, c'est un petit exemple pour donner une intuition de ce qui se passe. Mettons que j'ai une courbe en 3D, donc définie par f de x, y et z.
je m'intéresse aux solutions dans les réels, hein. Donc, je vais regarder la projection de cette courbe dans les réels en x, y. Et puis, je vais quand même garder z complexe, hein, puisque le théorème de projection, d'élimination projective, hein, nous dit, voilà, on projette, c'est dans la variété complexe. Et donc, je vais regarder effectivement, tiens, quels sont les points réels qui ont des solutions complexes au-dessus, z. Et en fait, on peut le voir, par exemple, en faisant un développement de Taylor, hein, autour du point A. Donc, en faisant le développement de Taylor autour du point A, j'ai une partie sans le facteur i, une partie avec le facteur i fois b, pour le polynôme f1, pareil pour f2. Et alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que bon, bah, quand b égale 0, hein, c'est le cas où au-dessus j'ai une solution réelle, alors effectivement, ce polynôme-là est complètement nul. Donc, j'ai le polynôme f1, le polynôme f2, donc deux équations, en trois variables. OK, donc ça, c'est ma courbe. Donc, dans les réels, effectivement, en 3D, j'ai une courbe. Donc, bon, ça, c'est ce à quoi on s'attend. Si jamais je dis que B est différent de 0, tiens, je vais regarder quelles sont les solutions complexes non réelles. Eh bien, dans ces cas-là, j'ai quatre équations, puisque le fait de dire que c'est égal à 0, hein, ça me dit que la partie réelle et la partie imaginaire valent 0. Donc, j'ai quatre équations en quatre inconnus. Et en fait, c'est un système zéro-dimensionnel. Donc, génériquement, ce système peut avoir des solutions réelles. Donc, en fait, effectivement, on peut se retrouver avec des points isolés. En fait, quand on regarde un résultant, qui est donc effectivement la projection de la variété complexe, va souvent, en fait, en plus de la courbe, contenir des points isolés. Et si on fait un petit peu le même raisonnement en dimension plus grande, hein, en fait, ce qu'on peut remarquer, voilà, c'est que la projection, en fait, elle peut avoir, donc ça va être génériquement une surface de dimension n-1, et en fait, elle peut avoir des composantes stables, c'est-à-dire que même si vous perturbez les polynômes de départ, hein, ces composantes vont rester de dimension n-2. Donc c'est en fait, donc je ne sais pas si vous vous souvenez lundi, quand je vous ai montré la surface avec les pics qui sortaient, c'est vraiment un artefact pas du tout isolé, hein, c'est un artefact assez naturel lié au fait que on a fait une élimination au lieu de faire une projection. OK. Et du coup, par contre, si on s'intéresse vraiment à qu'est-ce qui se passe, la projection réelle, donc à quoi elle ressemble cette projection réelle, donc là, il y a d'autres travaux, une branche complètement différente de travaux, notamment qui a commencé avec Whitney, qui consiste un petit peu à classifier le type de singularités qui apparaissent dans les projections de variétés, ou même plus général dans les mappings, dans les images des mappings. Et c'est classifié sous hypothèse de généricité. Donc, plus précisément, par exemple, là, ce résultat-là, qui est en particulier un résultat qui va nous intéresser pour les surfaces. Donc, si jamais on a une fonction qui va d'une variété hein, de dimension 2 dans R3, eh bien, en fait, sauf le cas dégénéré où cette fonction est sur une certaine hypersurface de toutes les fonctions, c'est infini, donc sauf ce cas-là, eh bien, les singularités de ma fonction seront forcément parmi ces types de singularités-là. Donc ça, c'est plutôt pas mal. En fait, ça nous dit voilà, le type de singularité qu'on aura, c'est ça, et a priori, on n'aura pas d'autre chose, à condition d'être dans des cas génériques. Donc là, il y a eu pas mal de travaux. Donc là, je vous montre celui-ci parce que voilà, ça nous intéresse quand on veut tracer des surfaces. Ça a été classifié dans plein d'autres cas. Là, je vous montre le résultat dans le cas où f est une fonction générique. Attention, dans notre cas, donc c'est ce que j'ai passé sous le tapis tout à l'heure, la dernière fonction, c'est un déterminant. Et en fait, nous, ce qu'on calcule, ce n'est pas vraiment la projection d'une fonction générique, d'une variété générique, mais c'est les valeurs critiques d'une fonction générique. Donc là, pareil, ça a été étudié, classifié, etc. Même dès les premiers papiers de Whitney, hein, il classifie justement les projections des points critiques. Et bien, par exemple, on a une autre type de singularité qui va apparaître de manière générique, c'est celle-ci, donc c'est la queue d'aronde. Donc, je ne sais pas si on voit très bien, mais en gros, il y a trois points qui vont se rejoindre, trois branches qui vont se rejoindre ici. Hein.
Voilà. Et puis voilà. Et là, c'est la surface ici qui s'en va par là. Bon, je sais pas si c'est un dessin en 3D un peu, mais pour bien voir ce qui se passe, quoi. Bon, enfin voilà. Et donc voilà, il y a des singularités. Et donc celle-ci, par exemple, hein, typiquement, hein, c'est une silhouette, enfin, c'est un contour apparent d'objets 3D. Quand on prend des mécanismes et qu'on trace quand on trace les frontières de leur espace articulaire, on voit en fait, hein, on les voit apparaître, hein, ce genre de singularité. Et pareil, clôture de Zariski oblige, en fait, ce qu'on voit même apparaître, c'est que ici, ça se prolonge par une petite courbe, voilà, une courbe isolée, bon, avec laquelle il faut faire. Donc, tout ça pour dire que voilà, c'est assez subtil quand on veut tracer de manière certifiée la projection d'une variété. Il y a pas mal de petits pièges qui, des fois, s'annulent l'un l'autre, finalement. Mais bon, voilà, ça peut être embêtant quand on veut vraiment garantir que un espace n'a pas de singularité pour être sûr que le robot puisse se déplacer sans problème. Ok, donc pour ce qui est un petit peu des livres sur ce sujet, donc tout ce qui est élimination des quantificateurs, c'est pas mal traité dans le livre de Bassou Polak-Roy. L'élimination projective, c'est bien traité dans le livre de Cox, Little et Oshii. Et puis tout ce qui est bifurcation et catastrophe, alors il y a plusieurs livres. Bon, j'ai mis celui-là qui est, je trouve, une introduction assez bien. Il y a pas mal d'exemples sur le sujet. Voilà, il y a aussi, bon, il y a d'autres livres après sur le sujet. Alors, enfin, est-ce que j'ai encore un petit peu de temps? Ah oui, alors, quelques logiciels. Alors, oui, logiciels d'élimination de quantificateurs, hein, il y en a. Alors, voilà, les tailles de problèmes que ça peut résoudre ne sont pas toujours très grosses, mais ça marche. Donc, il y a plusieurs logiciels. Je veux juste mentionner notamment dans le logiciel Tarski, ce qui est intéressant, c'est que donc Christopher Brown a implanté une version, donc c'est basé sur la CAD, une version de la CAD où on ne prolonge pas, donc ça ressemble plus à une décomposition de type trapézoïdal. On ne va pas prolonger complètement les cylindres pour les cellules. Et du coup, ça donne voilà, un algorithme en tout cas un peu plus efficace. Et donc, il a implanté ça dans Tarski, de manière partielle du moins. Voilà. Après aussi, si on veut juste s'intéresser à vérifier qu'une formule est correcte, il y a aussi d'autres approches. Notamment dans Radlib, il y a aussi la possibilité d'avoir même un point par composante connexe, ce qui va être utile après pour des méthodes numériques de dessin. Voilà, on peut tester aussi le vide. RSolve, donc, pour tester le vide, il y a soit les méthodes un petit peu donc de somme de carrés qu'on a vu hier. Il y a aussi des méthodes par intervalle. RSolver, c'est un logiciel de vérification de formules avec de l'arithmétique par intervalle. Voilà. Alors, je vais essayer d'aller un petit peu vite. La topologie, bon voilà, il y a des approches symboliques pour calculer la topologie de courbe et de surface. Dans les courbes, on a des complexités voilà, en nombre d'opérations. Pour les surfaces, voilà, déjà, on n'est pas très bon sur borner la taille. Alors, voilà, borner le nombre d'opérations, bon, c'est pas forcément explicité parce que c'est pas forcément intéressant déjà tant qu'on n'a pas une bonne bande sur la taille. Alors ensuite, pour dessiner, alors bon, là je vais aller un petit peu vite, hein, mais bon, il y a plusieurs méthodes hein, pour dessiner des surfaces. Une méthode, il y a les marching cubes, donc on évalue les signes en les points d'une grille, et puis on en déduit des tétraèdres. Donc c'est pas forcément certifié, mais ça marche pour les surfaces lisses si on a une grille assez fine. Petite remarque, en particulier pour ce cas-là, hein, il faut faire bien attention quand on évalue nos polynômes, non pas les évaluer naïvement sur chaque point, mais les évaluer en réutilisant les évaluations dans les coordonnées. Donc, si vous utilisez un logiciel de type NumPy, par exemple, quand vous le faites évaluer un polynôme sur une grille, il va bien réutiliser les évaluations par coordonnées, et donc ce qui va être plus efficace que juste évaluer en chaque point. Une autre méthode, donc c'est méthode de subdivision avec de l'arithmétique par intervalle. Donc ça a l'avantage qu'on va élaguer l'arbre de subdivision au fur et à mesure, donc on va éventuellement calculer moins de points.
Et l'autre avantage, c'est qu'on va pouvoir certifier aussi des comportements de la courbe dans les boîtes. En particulier, c'est basé sur ce théorème qu'on retrouve dans l'article de Snyder notamment. Donc oui, là, ça a été initié par Snyder en 92 pour vérifier ça. Et puis ensuite, Quantica Vector ont proposé un autre algorithme plus simple qui certifiait la topologie des courbes. Donc Snyder, lui, ce qu'il propose, il dit, voilà, j'ai une boîte avec mon système qui passe dedans, avec mon système d'équations, et j'ai mon système d'équations. Je regarde le jacobien par rapport aux variables x, donc qui sont les variables ici, en supposant que j'ai autant d'équations que de variables x. Eh bien, si jamais donc j'évalue mon jacobien en une boîte, comme tout à l'heure, je fais bien attention à évaluer chaque entrée de manière indépendante et séparée. Dans ce cas-là, si 0 n'est pas contenu dans le déterminant de cette matrice, donc voilà, et bien dans ce cas-là, je sais que ma variété est globalement paramétrisable par Q. Donc c'est le cas ici, c'est-à-dire qu'effectivement, pour chaque Q, j'ai un unique X. Ça ne veut pas dire que la courbe est très sympathique dedans, on voit bien que là, ça peut faire un peu, ça peut sortir de partout. En revanche, ça permet de faire un algorithme un peu récursif. Du coup, une fois qu'on sait que c'est globalement paramétrisable, après on regarde ce qui se passe sur les bords, etc. Une remarque aussi, attention, c'est très important de prendre les biais indépendants. On sait que si jamais le jacobien en tant que fonction est inversible sur tout R, ça ne veut pas dire que la fonction correspondante est une bijection. C'est vrai en une variable, mais dès le cas de variable, c'est plus vrai. Donc, c'était pas forcément facile à montrer, mais il y a des gens qui ont explicité polynôme de degrés, je ne sais plus, 25 ou 35, qui permettent voilà, dont le jacobien est inversible partout, mais dont le mapping lui-même n'est pas bijectif. Et puis, alors, de manière générale, il y a la conjecture jacobienne, c'est même une conjecture de savoir si, quand le jacobien est constant, est-ce que, donc constant, on est quand même plus fort, que juste inversible, constant non nul, est-ce que du coup le mapping correspondant a un inverse rationnel. Alors, y a-t-il vers les catastrophes plus générales à l'atome et celles plus restreintes à la Korolyonov du genre les secondes seraient projection des premières. Ou alors, oui, il y a des liens en fait, c'est vraiment des analyses de singularité. Dire que juste les projections des premières... Non, enfin, en fait, Thom, alors il y a les catastrophes de Thom, je verrais plus ça comme un exemple de type de singularité. Gouriounov, c'est un autre, enfin Gouriounov en particulier, l'exemple que j'ai montré, c'est un article, mais en fait, alors si on regarde surtout Arnold, alors il a écrit des livres entiers avec voilà, énormément des classifications de plein de mappings, enfin voilà, assez exhaustifs. Et puis après, même, enfin voilà, dans le cas particulier des mappings de R3, on avait regardé aussi, il y a des articles c'est Hirsch et bon, je me souviens plus le nom, mais après ils ont même analysé dans les cas dégénérés, on fait par strate, c'est-à-dire qu'il y a une première strate de dégénérescence. Dans cette strate de dégénérescence, on a une deuxième strate de dégénérescence, etc., etc. Et donc, on peut s'amuser à classifier à chaque fois tous les types de singularités qui apparaissent. Et donc, Thom en particulier, lui, il donne un outil qui est quand même très intéressant. Donc, c'est le théorème de transversalité qui permet vraiment de formaliser aussi un peu ces preuves de généricité. Voilà. Et puis enfin, alors voilà, il y a aussi d'autres méthodes de suivi de surface. Donc là, justement, c'est assez intéressant. Là, l'idée, plutôt que de subdiviser l'espace ambiant, bon, même si implicitement on a un petit peu besoin à un moment, enfin ça dépend, on part du principe qu'on a un point par composante connexe de notre surface ou courbe, variété. Et puis à partir de là, en fait, on va suivre la courbe. En fait, alors si on prend une grille cubique, on va regarder les cubes adjacents. Par contre, quand on va en dimension plus grande, la grille cubique, ça marche pas très bien. On a une combinatoire un peu mauvaise, donc on préfère des grilles tétraédrales de l'espace ambiant. Là, il y a aussi plusieurs manières. Il y a des grilles de Coxeter. C'est assez bien expliqué dans le livre, donc cet article assez récent de Boissonnin, qui propose de faire un suivi de marche, un suivi de variété de dimension D immergé dans un espace de dimension N. Donc, c'est vraiment très général. Et en plus, la topologie est garantie
sous réserve de bornes sur le hessien du système. Donc voilà, à chaque fois, donc l'idée c'est d'avoir une borne sur le hessien du système. En gros, ça donne une borne sur la résolution à laquelle il suffit d'aller pour avoir une topologie garantie. Dans le cas où la surface contient des singularités, il y a plusieurs approches, notamment il y a une approche donc, du groupe Einstein, Sommerset-Wampler, etc., donc, qui ont pas mal travaillé sur les méthodes d'homotopie dans le cas zéro-dim. Et aussi, donc, là, ils proposent aussi des méthodes de déflation dans le cas de systèmes de dimension positive, justement pour gérer ce qui se passe quand on suit la surface près d'une auto-intersection, par exemple. Voilà, donc ça, c'est différents types de méthodes. Donc pour les livres, il y a un livre sur les isosurfaces, un petit peu référence pour les méthodes de tracé de surface numérique. Pour les approches symboliques, il y a ce livre-là alors il est paru, il me semble, en 2006, donc il n'a pas toutes les avancées un peu qui ont eu lieu après, mais ça donne quand même une idée des méthodes symboliques pour tracer les courbes et surfaces. Voilà, d'un point de vue logiciel, alors en plus c'est intéressant parce que ça permet de faire des jolies images pour les exposer des fois. Donc alors d'un point de vue approche symbolique, il y a des approches implantées par exemple dans Maple, Alcurve, Isotope. Il y a aussi une approche en C++ Exacus qui elle faisait les surfaces, enfin voilà, c'était plutôt pas mal. Par contre, c'était développé dans un labo allemand, au MPI, et donc Mellorm, le chef du département, est parti à la retraite, et donc son département a fermé, le logiciel est parti, plus téléchargeable, voilà, donc ça c'est la recherche à la demande. Mais bon, du coup, donc voilà, donc sinon on ne trouve plus. Pour ce qui est de tracer avec des subdivisions, méthode de subdivision, donc on a le logiciel Axel qui est disponible depuis Mathemagix, Ibex qui permet du coup de calculer les boîtes autour de systèmes de dimension positive et de certifier en plus qu'on a la topologie correcte dans les boîtes. RealPaver, pareil, Voxelize, pareil, qui permet de calculer des boîtes et qui en plus utilise la stratégie d'évaluation amortie. Pour ce qui est Marching Cube, bon alors là Marching Cube, voilà, j'en ai pris un par langage, mais bon là on trouve pléthore d'implantations. Pour ce qui est de tracer avec donc les suivis de surface, donc là on en trouve quelques-uns des logiciels. Donc il y a Bertini Real qui propose du tracé de surface. Alors donc voilà, qui propose les méthodes, qui implante les méthodes qu'ils ont développé. Alors bon, ça demande d'avoir, voilà, il faut avoir MATLAB plus leur logiciel. Enfin voilà, il faut combiner un peu tout ça pour réussir à afficher les surfaces. Donc. Mais ça marche. On a Sigal aussi qui implante des méthodes de suivi pour le mesh, pour les meshing. Et puis là, c'est tout récent. Donc Goody, donc le papier, donc 2020, ils ont une implantation associée qui est je ne sais pas à quel point elle est publique pour l'instant. Enfin bon, ils ont une implantation expérimentale en tout cas qui fonctionne. Et qui si elle n'est pas dans elle est peut-être pas dans la branche principale de Goody, mais elle le sera sous peu. Voilà. Et puis voilà. Donc, et je m'arrête là. Merci beaucoup, Guillaume. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a beaucoup de remerciements, mais pas beaucoup de questions. Bon, il y en a eu pendant l'exposé. En attendant d'avoir des questions, je peux peut-être parler des problèmes ouverts, parce que je me disais Oui. qu'on va peut-être me poser la question. Alors, j'avais prévu un petit transparent problème ouvert. Bon, c'est un petit peu un résumé là, de ce que j'ai mentionné tout à l'heure, mais en fait, par exemple, dans le cas en deux variables, là, donc j'ai mentionné les bases de Grobner avec une représentation compacte.
Voilà, donc c'est plutôt joli et ce serait intéressant de voir qu'est-ce qui peut être fait en dimension supérieure. Bon, ça n'a pas l'air facile hein, en ayant discuté un petit peu avec Robin, mais bon, il y a peut-être des choses à faire. Évidemment, donc les bornes hein, sur les tailles des triangulations, on a quand même envie d'avoir un truc, au moins un ordre de grandeur à peu près correct. On peut aussi se demander ce qui se passe si jamais au lieu de prendre des morceaux linéaires, on pourrait prendre des morceaux courbes de degré K. Donc, après tout, on pourrait espérer que la taille soit plus petite en nombre de morceaux. Donc, ça peut être aussi, ça c'est des choses qui n'ont pas du tout, enfin, qui ont à ma connaissance pas trop été regardées. Et puis aussi de manière, donc on a les algos de Plantinga vecteur, Snyder qui voilà garantissent rigoureusement la topologie pour une surface lisse, une courbe lisse. Ce serait bien d'avoir la même chose pour des courbes et surfaces singulières. Alors on sait qu'à l'endroit des singularités, d'un point de vue purement numérique, alors intervalle de Newton, ça ne certifie rien du tout pour les solutions multiples. Hein. Mais on peut imaginer d'avoir un oracle, parce que par exemple, on voit bien qu'avec les travaux de Whitney, etc., les singularités, en particulier les projections, sont stables. Donc, on peut imaginer avoir un oracle qui permet de décider qu'on a une singularité à certains endroits. Donc, ce serait intéressant d'avoir des algorithmes qui combinent un petit peu ces oracles-là avec des autres algorithmes pour avoir une topologie certifiée autour des singularités, avec des singularités. Oui. Alors, tu as une question de Bernard. Alors, représentation effective, maillage. Je peux la poser directement. Oui. Donc, des semi-algébriques. Donc, on rajoute, on n'a pas juste des équations, on a des conditions de signes. Ah oui, si on a des inégalités en plus. Ah oui, effectivement. Donc là, c'est un peu, c'est plus compliqué. Je sais que par exemple, les travaux de Boissonnat, ils traitent, donc ils appellent les bords, en fait, parce que du coup, ça induit des bords hein, sur la variété. Ils traitent ça. Ça va un petit peu se rapprocher du cas singulier, sauf que au niveau du bord, on va avoir un peu plus simple, alors qu'au niveau du singularité, ce serait comme un bord où on a plusieurs nappes qui se rejoignent. Donc, dans les choses que j'ai mentionnées, les méthodes numériques marchent avec les bords, Marching Cube, etc. Par contre, évidemment, il n'y a pas grand-chose de garanti. Et pour ce qui est du suivi, je sais que Goody, en tout cas, alors je ne sais plus, mais il me semble qu'il traite les surfaces avec bord en particulier. Après, je ne sais pas pour l'implantation si c'est traité ou pas. Il mentionne aussi qu'il traite donc ils appellent ça des isostrates, donc quelqu'un avec singularité, mais il le mentionne assez rapidement et c'est potentiellement. Là, pour les isostrates, par contre, c'est pas complètement, voilà, c'est pas aussi détaillé. Et oui, donc oui, la remarque de Jean-Claude, donc trouver un point initial en général avec une bonne complexité et toujours un point ouvert. Et oui, et en fait, c'est même pire que ça. Je sais que dans l'algorithme, par exemple, de suivi de Boissonnat et compagnie, donc ils mentionnent avoir un algorithme. Alors, ils font appel à des oracles hein, de tests, mais effectivement, c'est polynomial, on les appelle à ces oracles. Par contre, chaque oracle, justement, c'est un des oracles de départ, c'est d'avoir un point par composante connexe. Et là, on est quand même encore exponentiel en le nombre de variables hein, pour ces types d'algorithmes. Donc oui, ça reste un problème difficile. De même que je n'ai pas trop menti pour les algos zéro-dim, on suppose dans les représentations univariées que quand je prends une forme linéaire, eh bien, au-dessus de chaque point, j'ai qu'une seule solution. Donc en fait, il faut que j'ai une droite sur laquelle j'ai jamais deux solutions qui se projettent au même point. Et ben, ça, en fait, d'un point de vue complexité, c'est pour l'instant, en tout cas, c'est aussi dur que résoudre le système en entier. Garantir qu'on a une droite qui sépare bien, trouver une droite pardon, qui sépare bien toutes les solutions de manière déterministe, c'est aussi étonnamment un problème un peu difficile.